Chapitre 31. Tous les soirs, en allant me coucher, je me dis: demain, je me réveillerai dans ma maison à moi, et tout sera comme avant. Cela n'est pas arrivé ce matin non plus. Je mets mes vêtements, des vêtements d'été. C'est encore l'été. Il me semble que le temps se soit arrêté à l'été. Juillet, ces journées foquantes et ces nuits de sauna où il est difficile de trouver le sommeil. Je tiens à ne pas perdre le fil. Je devrais graver des marques sur le mur, une pour chaque jour de la semaine, et les relier d'un trait quand j'en aurai 7. Mais à quoi cela servirait-il? Je ne purge pas une peine de prison. Il n'y a pas ici de durée qui puisse être liquidée et terminée. De toute façon, je n'ai qu'à demander, pour savoir quel jour nous sommes. Hier, c'était le 4 juillet. C'était autrefois la fête de l'indépendance avant qu'on ne l'ait abolie. Le 1er septembre sera la fête du travail. Elle existe encore. Avant, cela n'avait rien à voir avec les accouchements. Mais c'est la lune qui m'indique le temps. Lunaire et non pas solaire. Je me penche pour lasser mes chaussures rouges, plus légères en cette saison, avec des découpes discrètes, mais rien d'aussi audacieux que les sandales. C'est un effort de me baisser. Malgré les exercices, je sens petit à petit que mon corps se bloque, refuse. Être une femme dans cet état correspond à ce que je m'imaginais du grand âge. J'ai l'impression que je marche même comme une vieille, courbée en avant, l'échine recroquevillée en point d'interrogation, les os vidés de calcium et poreux comme de la pierre à chaud. Quand j'étais plus jeune et que j'imaginais la vieillesse, je pensais peut-être est-ce qu'on apprécie les choses davantage quand on n'a plus beaucoup de temps devant soi. J'oubliais la perte des forces. Certains jours, j'apprécie davantage les choses, eux, fleurs, mais alors je décide que ce n'est pas une crise de sentimentalité, où mon cerveau prend des teintes pastel en technicolor, comme les cartes de vœux avec des superbes couchers de soleil dont on produisait une telle quantité en Californie. Cœur super brillant. Le danger, c'est le brouillard gris. Je voudrais avoir Luc avec moi, dans cette chambre, pendant que je m'habille, pour pouvoir me bagarrer avec lui. Absurde, mais c'est ce dont j'ai envie. Une dispute pour savoir qui devrait mettre la vaisselle dans la machine à laver, à qui le tour de trier le linge, de nettoyer les toilettes. Une chose quotidienne et sans importance, dans le grand ordre de la nature. Nous pourrions même nous corréler là-dessus. L'important, le sans important. Quel luxe ce serait! Non pas que nous en étions non pas que nous en étions coutumiers. Ces jours-ci, je compose des disputes entières dans ma tête et les réconciliations qui s'ensuivent aussi. Je suis assise dans mon fauteuil, la couronne du plafond flotte au-dessus de ma tête comme un halo de gelée, un zéro, un trou dans l'espace, là où une étoile a explosé, un rond sur l'eau, là où une pierre a été jetée. Tout est blanc et rond. J'attends que la journée se déroule, que la terre tourne, selon la face ronde de l'implacable horloge. Les jours géométriques tournent et tournent, sans heurts, bien huilés. De la sueur déjà sur ma lèvre supérieure. J'attends l'arrivée de l'inévitable œuf à la coque, qui sera tiède comme la chambre et aura une pellicule verte sur le jaune et un léger goût de soufre. Aujourd'hui, plus tard, avec Desglaines, pendant notre sortie au marché, nous allons à l'église comme d'habitude et regardons les tombes. Puis nous nous rendons au mur. 2 seulement y sont pendus aujourd'hui. Un catholique, mais pas un prêtre, placardé d'une croix mise le haut en bas, et une autre secte que je ne connais pas. Le corps est seulement marqué d'un J rouge. Cela ne veut pas dire juif pour eux. Ce seraient des étoiles jaunes. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Comme ils ont été déclarés fils de Jacob, et donc cas d'espèce, on leur a donné le choix. Ils pouvaient se convertir ou émigrer en Israël. Beaucoup ont émigré, si on en croit les informations télévisées. J'en ai vu une cargaison à la télévision, penchés au balistage, avec leurs redingotes, leurs chapeaux noirs, leurs longues barbes, essayant d'avoir l'air aussi juifs que possible, dans des costumes repêchés du passé. Repêchés du passé. Les femmes, la tête couverte de voile, à sourire et agiter la main, d'un geste un peu guindé, il est vrai, comme s'ils posaient. Et une autre image, où les plus riches d'entre eux se préparaient à monter dans des avions. De Glenn dit que d'autres gens ont utilisé ce moyen pour sortir en prétendant être juifs, et que ce n'était pas facile à cause des examens qu'ils faisaient passer. Ils sont devenus encore plus stricts maintenant. Mais on n'est pas pendu uniquement parce qu'on est juif. On est pendu si on est un juif tapageur qui refuse de choisir, ou si on fait semblant de se convertir. Cela aussi on l'a vu à la télé.
les rafles nocturnes, des trésors secrets d'objets juifs extirpés dessous des lits, Torah, Talais, étoile de David. Et leur propriétaire, le visage sombre, im- impénitent, poussé par les yeux contre le mur de leur chambre à coucher, tandis que la voix chagrinée du commentateur nous informait, hors champ, de leur perfidie et leur ingratitude. Donc le J ne veut pas dire juif. Mais qu'est-ce que cela peut être? Témoin de Jéhovah? Jésuite? Quoi qu'il en soit, il est mort. Après cette inspection rituelle, nous poursuivons notre chemin et nous dirigeons comme d'habitude vers un espace découvert à traverser pour pouvoir parler. Si on peut appeler ça parler. Ces chuchotements hachés, projetés à travers l'entonnoir de nos ailes blanches, cela ressemble davantage à un télégramme, un sémaphore verbal, parole amputée. Nous ne pouvons jamais rester longtemps au même endroit. Nous ne voulons pas nous faire ramasser pour vagabondage. Aujourd'hui, nous allons dans la direction opposée au parchemin de l'âme, vers un endroit où il y a une espèce de jardin public, avec au milieu un grand bâtiment ancien, de style victorien tardif, surchargé avec des vitraux. On l'appelait le mémorial, mais je n'ai jamais su ce qu'il commémorait. Des gens morts, j'imagine. Moira m'a raconté un jour que c'était là que les étudiants mangeaient dans l'ancien temps de l'université. Si une femme entrait, il lui lançait des petits pains, disait-elle. J'avais demandé pourquoi. Moira était devenue au fil des années de plus en plus versée dans ce genre d'anecdotes. Cela ne Cela ne me plaisait guère, cette rancune entretenue contre le passé. Pour la faire sortir, avait-elle répondu. J'ai dit, c'était peut-être plutôt comme lancer des cacahuètes à un éléphant. Moira a ri. Cela, elle en a toujours été capable. Monstre exotique, a-t-elle dit. Nous sommes là à regarder le bâtiment qui a plus ou moins la forme d'une église, une cathédrale. De Glenn dit, il paraît que c'est là que les yeux tiennent leur banquet. Qui te l'a dit? Il n'y a personne alentour. Nous pouvons parler librement, mais par habitude, nous n'élevons pas la voix. Le téléphone arabe. Elle s'interrompt, me regarde de biais. Je sens le brouillard de blanc que fait le mouvement de ses ailes. Elle dit, il y a un mot de passe. Un mot de passe? Pourquoi faire? Pour qu'on sache qui en est et qui n'en est pas. Je ne vois pas à quoi ça peut servir. Je ne vois pas en quoi cela peut me servir de le savoir, mais je demande. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Mayday. Je l'ai essayé une fois sur toi. Je répète Mayday. Je me souviens de ce jour. M'aider. Ne t'en sers qu'en cas de besoin, dit De Glenn. Ce n'est pas bon pour nous d'en savoir trop sur les autres, d'autres dans le réseau, si jamais on se faisait prendre. J'ai du mal à accorder foi à ces chuchotements, ces révélations, et pourtant sur le moment j'y crois toujours. Mais après coup, il me semble improbable, voire puéril, comme quelque chose qu'on ferait pour s'amuser, comme un club de filles, comme un secret d'écolière, comme des romans d'espionnage que je lisais le week-end au lieu de terminer mes devoirs, ou comme les émissions de la nuit à la télévision. Mots de passe, choses qu'il ne faut pas raconter, personnages à identité secrète, chaînons obscurs. Il ne me semble pas que cela soit nécessairement le vrai visage du monde, mais c'est là mon illusion personnelle, le résidu d'une version de la réalité que j'ai apprise dans le temps d'avant. Et les réseaux, réseauter, l'une des vieilles expressions de ma mère, argot poussiéreux d'antan. Même à 60 ans passés, elle continuait à faire quelque chose qu'elle désignait ainsi, encore qu'apparemment cela ne signifie rien d'autre que de déjeuner avec une autre femme. Je quitte des Glenn au coin de la rue. À bientôt, dit-elle. Elle s'éloigne comme une ombre sur le trottoir et je remonte l'allée qui conduit à la maison. Nick est là, la casquette de travers. Aujourd'hui, il ne me regarde même pas. Il devait pourtant traîner là à m'attendre pour me transmettre son message muet, parce que dès qu'il sait que je l'ai vu, il administre son dernier coup de pot de chamois à la tourbillon et se dirige d'un pas alerte vers la porte du garage. Je marche le long du gravier, entre les plaques de gazon trop verts. Serena Joy est assise sous le saule, dans son fauteuil, la canne appuyée près du coude. Elle porte une robe de frais coton crêpé. Pour elle, c'est du bleu aquarelle, et pas ce maudit rouge qui absorbe la chaleur et irradie tout à la fois. Son profil est tourné vers moi. Elle tricote. Comment peut-elle supporter le contact de la laine par cette chaleur? Mais peut-être a-t-elle la peau engourdie. Il se peut qu'elle ne sente rien, comme quelqu'un qui a été ébouillanté.
Je baisse les yeux sur le chemin, passe à pas feutrés près d'elle, avec l'espoir d'être invisible, la conviction que je serai ignorée. Mais pas cette fois-ci. De Fred, dit-elle. Je m'immobilise, indécise. Oui, vous. Je retourne vers elle, un regard à œillère. Venez ici, j'ai besoin de vous. Je traverse la pelouse et reste debout devant elle, les yeux baissés. Vous pouvez vous asseoir, dit-elle. Tenez, prenez le coussin. J'ai besoin de vous pour me tenir cette laine. Elle a une cigarette. Le cendrier est sur l'herbe à côté d'elle, ainsi qu'une tasse d'une boisson quelconque, thé ou café. Ça sent sacrément le renfermé là-haut. Vous avez besoin d'un peu d'air, dit-elle. Je m'assieds, dépose mon panier, encore des fraises, encore du poulet, et je note le gros mot. Voilà du nouveau. Elle passe l'échafaud de laine autour de mes deux mains tendues, commence à bobiner. Je suis en laisse, dirait-on, emmenottée, prise dans une toile d'araignée, c'est plutôt ça. La laine est grise et a absorbé la moitié de l'air. Elle est comme un linge de bébé mouillé et sent légèrement le mouton humide. Au moins mes mains seront lannolonisées. Serena enroule, la cigarette serrée au coin de la bouche, à se consumer tout en dégageant une fumée alléchante. Elle bobine lentement et avec peine, à cause de la paralysie qui gagne ses mains, mais avec détermination. Peut-être le tricot pour elle exige-t-il une espèce de force de volonté. Il se peut même que ça lui fasse mal. Peut-être les médecins le lui ont-ils prescrit. 10 rangs à l'endroit, 10 rangs à l'envers, tous les jours. Mais elle en fait sûrement davantage. Je vois ces arbres à feuilles persistantes, ces filles et ces garçons géométriques sous un jour différent, une preuve de sa ténacité et pas entièrement méprisable. Ma mère ne tricotait pas, ni ne faisait rien de ce genre, mais à chaque fois qu'elle rapportait des vêtements chez le teinturier, ses beaux corsages, son manteau d'hiver, elle gardait les épingles à nourrice pour en faire une chaîne. Puis elle épinglait la chaîne quelque part, sur son lit, son oreiller, le dossier d'une chaise, le moufle d'un four, de la cuisine, pour ne pas la perdre. Puis elle les oubliait complètement. Je les retrouvais ici ou là dans la maison. Les maisons, traces de sa présence, restent de quelque intention perdue, comme des pancartes sur une route dont on découvre qu'elle ne mène nulle part. Renvoi aux affaires domestiques. Eh bien, dit Serena. Elle cesse de bobiner, me laisse les mains enguirlandées de poils animal et retire le mégot de sa bouche pour l'écraser. Toujours rien? Je sais de quoi elle parle. Je sais de quoi elle parle. Il n'y a pas tellement de sujets qui peuvent être abordés entre nous. Il n'y a pas beaucoup de terrain commun en dehors de cette unique chose mystérieuse et incertaine. Non, rien. Dommage. Il est difficile de l'imaginer avec un bébé, mais ce serait surtout les Martha qui s'en occuperaient. Elle me voudrait pourtant enceinte, mission accomplie et bon débarras. Plus d'enchevêtrements humiliants et suants, plus de triangles de chair sous le baldaquin étoilé de fleurs d'argent. Paix et tranquillité. Je ne peux imaginer qu'elle ne souhaite tant de chance pour aucune autre raison que celle-là. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une question, mais une constatation. Je réponds non, sur un ton neutre. Elle allume une autre cigarette en manipulant maladroitement le briquet. Ah! Elle allume une autre cigarette en manipulant maladroitement le briquet. De toute évidence, ses mains vont plus mal. Mais ce serait une erreur de lui offrir de l'aide. Elle serait vexée. C'est une erreur de remarquer ses faiblesses. Peut-être qu'il ne peut pas, dit-elle. Je ne sais pas de qui elle parle. Est-ce qu'elle veut dire le commandant ou Dieu? Si elle pense à Dieu, elle devrait dire ne veut pas. Dans les deux cas, c'est de l'hérésie. Ce sont seulement les femmes qui ne peuvent pas, qui restent obstinément closes, tarées, défectueuses. Je dis oui, peut-être qu'il ne peut pas. Je lève les yeux sur elle, elle baisse ses mains sur moi. C'est la première fois que nous nous regardons dans les yeux depuis longtemps, depuis que nous nous sommes rencontrés. Cet instant s'étire entre nous, froid et horizontal. Elle essaye de voir si je suis capable ou non de faire face à la réalité. Elle répète peut-être, tout en tenant la cigarette qu'elle n'a pas réussi à allumer. Peut-être devriez-vous essayer d'une autre manière. Veut-elle dire à quatre pattes?
De quelle autre manière il faut De quelle autre manière il faut que je garde mon sérieux? Un autre homme. Je dis, vous savez que je ne peux pas, en prenant garde de ne pas laisser transparaître mon irritation. C'est contre la loi, vous connaissez la sanction? Oui, dit-elle. Elle s'est préparée à cette conversation. Elle y a réfléchi à fond. Je sais qu'officiellement vous ne pouvez pas, mais cela se fait. Les femmes le font souvent, tout le temps. Vous voulez dire avec les médecins? Je revois les yeux bruns compatissants, la main dégantée, la dernière fois que j'y suis allée. C'était un autre médecin. Peut-être l'autre s'est-il fait prendre? Ah, pardon. La dernière fois que j'y suis allée, c'était un autre médecin. Peut-être l'autre s'est-il fait prendre pour une femme qu'il a dénoncée? Pourtant, on ne l'aurait pas cru sur parole, sans preuve. Certaines le font, dit-elle, d'un ton presque affable à présent, quoique distant. C'est comme si nous débattions du choix d'un vernis à ongles. C'est ce qu'a fait de Warren. L'épouse était au courant, bien sûr. Elle fait une pause pour que ses paroles se gravent en moi. Je vous aiderai. Je m'assurerai que tout se passe bien. Je réfléchis. Pas avec un médecin. Non, acquiesce-t-elle. Et à cet instant, au moins, nous sommes copines. Ce pourrait être une table de cuisine, nous pourrions être en train de discuter d'un galant stratagème d'adolescente, fait de combines et de coquetterie. Parfois, ils font du chantage. Mais il ne faut pas nécessairement que ce soit un médecin. Ce pourrait être quelqu'un en qui nous avons confiance. Qui? Je pensais à Nick, dit-elle, et sa voix est presque douce. Cela fait longtemps qu'il est chez nous. Il est loyal. Je pourrais organiser la chose avec lui. C'est donc lui qui se charge de lui faire ses petits achats au marché noir. Est-ce cela qu'il obtient en échange? Je dis, et le commandant? Eh bien, dit-elle avec fermeté. Non plus que cela. Un regard crispé, comme un sac qu'on fermerait d'un coup sec. On ne le mettra pas dans le secret, n'est-ce pas? L'idée reste suspendue entre nous, presque visible, presque palpable, lourde, sans forme, noire, mi-collusion, mi-trahison. Elle veut vraiment ce bébé. C'est un risque, dis-je, pire que cela. C'est ma vie qui est en jeu, mais elle le sera tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, quoi que je fasse. Nous le savons l'une et l'autre. Vous feriez aussi bien de le prendre, dit-elle. C'est ce que je pense aussi. D'accord, oui. Elle se penche en avant. Peut-être pourrais-je obtenir quelque chose pour vous, dit-elle, parce que j'ai été sage. Quelque chose dont vous avez envie, ajoute-t-elle, presque enjôleuse. Qu'est-ce que c'est? Je ne pense à rien dont j'ai vraiment envie, qu'elle sera en mesure ou capable de me donner. Elle dit une photo, comme si elle m'offrait une gâterie juvénile, un cornet de glace, une visite aux zoo. Je la regarde de nouveau, intriguée. Une photo d'elle, de votre petite fille. Mais seulement peut-être. Donc elle sait où ils l'ont mise, où ils la gardent. Elle le sait depuis le début. Quelque chose s'étrangle dans ma gorge. La garce, qui ne m'a rien dit. Pas donné de nouvelles, aucune nouvelle, pas soufflé mot. Elle est de bois, de fer, elle n'a aucune imagination. Mais je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas perdre de vue une chose même aussi petite que celle-là. Je ne peux pas lâcher cet espoir, je ne peux pas parler. Elle sourit vraiment, et même avec coquetterie. L'ombre de son visage, allure de mannequin du petit écran, lui voltige, ancienne allure de mannequin du petit écran, lui voltige sur le visage comme un passage d'électricité statique. On ne peut pas faire ça par cette sacrée chaleur, vous ne trouvez pas? Elle retire les chevaux de mes deux mains, où je le tenais depuis tout ce temps, puis elle prend la cigarette qu'elle a tripotée un peu gauchement, me la fourre dans les mains en me refermant les doigts dessus. Trouvez-vous une allumette, dit-elle. Elles sont dans la cuisine. Vous pouvez en demander une à Rita. Dites-lui que c'est de ma part. Mais juste pour cette fois, ajoute-t-elle, espiègle. Nous ne voulons pas abîmer votre santé.